Bonsoir. Les vacances sont finies. Selon la formule consacrée, les footballeurs ont repris le chemin des stades. Ils ont trottiné d'abord et maintenant ils courent sur les pelouses. Donc Téléfoot revient, c'est le 113e numéro. Il y avait 4 rencontres comptant pour la 24e journée du championnat de France de première division qui se jouait ce soir. Voici 2 résultats. Bastia fait match nul avec Sochaux sur le score de 1 partout. Pour Bastia, c'est Papy qui a marqué sur penalty. Pour Sochaux, Durkalic. Auxerre fait match nul chez lui avec Valenciennes 1 partout, donc égalité des scores. Ferreri a marqué pour Auxerre et Zlataric a répliqué pour Valenciennes. Les 2 autres rencontres, c'est-à-dire Strasbourg, Metz et Lille-Tours, vous les vivrez en images dans cette émission. Mais pendant la trêve, nous n'avons pas tout à fait manqué de football. Il y a eu ce qu'il est convenu d'appeler le Mondialito. C'est-à-dire que, en réalité, l'Uruguay, premier vainqueur de la Coupe du Monde il y a 50 ans, chez lui, a voulu fêter cet anniversaire en organisant une épreuve baptisée Copa de Oro et immédiatement appelée Mondialito parce qu'étaient présents tous les anciens vainqueurs de la Coupe du Monde, tous, sauf un, toujours prudent, l'Angleterre, qui avait laissé sa place aux Pays-Bas 2 fois finaliste. Alors que s'est-il passé pendant ce Mondialito dont vous avez été privé à cause d'un différend qui a eu lieu entre l'Eurovision et les organisateurs? Eh bien, il s'est passé que d'abord, l'Uruguay, chez lui, a remporté cette épreuve, mais ça, c'était prévisible. Il s'est passé qu'on a vu une recrudescence, malheureusement, du jeu dur. Et puis, on a assisté aussi, et ça, c'est important, à la renaissance du Brésil. Le Brésil que nous aimons, celui qui joue à l'attaque, celui qui marque des buts, celui qui apporte sa note de gaieté au football. Alors, nous allons vivre maintenant un résumé de ce Mondialito. Uruguay-Hollande, stade du centenaire le 30 décembre. Pour la sélection de l'Uruguay jouant à domicile, le faux pas est interdit. 31e minute, une passe de Morales et un but de Ramos. C'est le but inaugural de ce Mondialito, obtenu par les joueurs de la Céleste devant un public en délire. Il est vrai que le voisinage prestigieux du Brésil et de l'Argentine a motivé ces joueurs de l'Uruguay qui veulent être comme leurs voisins. 45e minute de jeu, un corner du vétéran Morales et un but de Victorino, l'avancante, tête plongeante magnifique dans le pur style uruguayen. Cette fois-ci, la victoire paraît assurée, la première victoire de l'Uruguay chez lui, c'est important. Et jusque-là, il est vrai, les 2 équipes avaient déjà donné un aperçu, malheureusement, de la brutalité qui devait marquer cette Copa de Oro. 1er janvier, Argentine-Allemagne, corner de Hansi Müller et l'inévitable tête de Horst Rubesch. L'Allemagne mène devant l'Argentine dans cette finale avant la lettre. On le pensait, elle a tenu ses promesses. 85e minute de jeu, une corner, une tête de Passarella. Kals bat son propre gardien Schumacher. Les 2 équipes sont à égalité, un but partout. 87e minute de jeu, Diaz remonte le terrain, va lancer sur la droite Valencia, qui dans un angle impossible va battre à nouveau Schumacher dans ce plus beau match du Mondialito, une victoire de l'Argentine. Deux buts à 1 pour les champions du monde en titre. Le 3 janvier, sombre bataille, les Italiens en culotte blanche entrent dans l'arène, une faute dans la surface et l'éternel espoir de changer la décision de l'arbitre. N'est-ce pas, monsieur Gentile, que tout ceci est dérisoire? Bordone n'impressionne guère Morales qui marque, en vieux routier qu'il est, 1-0. À partir de là, le match tourne à la bataille de rue. 3 joueurs seront exclus, mais regardez comment le football peut se transformer. Y a-t-il besoin de qualificatifs? Les images parlent d'elles-mêmes malheureusement. Regardez le sourire sardonique de Cabrini qui sera expulsé, ainsi que Morera et Tardelli. Il y aura aussi 5 avertissements dans cette partie, dont on dit toujours qu'il faudra oublier, mais les images sont là malheureusement. Le voici, le carton rouge qui chasse Cabrini. Surpris, monsieur Cabrini.
Et pourtant, il ne devrait pas. 81e minute de jeu, Victorino, l'avant-centre uruguayen, marque un deuxième but et assure le succès de la Céleste face à la squadre qui jouait à 9. Il est vrai que les Uruguayens, eux, étaient 10. 4 janvier, Brésil-Argentine, éternel duel. 30e minute, le prodige argentin Maradona marque du pied gauche et ouvre ainsi le score. Nous allons voir au ralenti que le gardien brésilien João Leite n'est pas à l'abri d'un reproche éventuel. 47e minute de jeu, un cafouillage et un but d'Edevaldo. Clair, net, précis. Mais malheureusement, une triste fin de match, bien dans la note de ce mondialito, voué décidément à la violence. Italie-Hollande ou le crépuscule des dieux. Le mardi 6 janvier, 7e minute, un néophyte italien marque. Malgré l'absence d'enjeu réel, puisque dans ce groupe l'Uruguay est qualifié, le match sera agréable, mais marqué encore et toujours du sceau de la violence. 16e minute de jeu, Jan Peters, de loin, bat Bordone. Il obtient ainsi l'égalisation pour une équipe des Pays-Bas qui n'est plus que l'ombre de la prestigieuse formation Bata. 7 janvier, Brésil-Allemagne, la samba retrouvée. On jouait la qualification pour le Brésil, mais 55e minute de jeu, Klaus Allofs, sur passe de Hansi Müller, ouvre la marque pour l'Allemagne. Alors commençait un festival brésilien par Junior, sur coup franc à la 59e minute de jeu. Nous le revoyons. À la 62e minute, c'est Toninho Cerezo qui sera déclaré le meilleur joueur de ce tournoi, qui obtient un deuxième but. Toninho. 76e minute de jeu, les lignes allemandes craquent face au feu follet brésilien. Cette fois-ci, c'est Serguinho. « 82e minute, Zé Sergio et son 4e but enflamment des millions de Brésiliens arrivés devant le récepteur de télévision. 4-1. L'addition est lourde pour les champions d'Europe, mais elle n'hypothèque en rien leur avenir. Enfin nous avons retrouvé le Brésil. Mais un Brésil fatigué le 10 janvier pour Brésil-Uruguay, c'est-à-dire la finale. 50e minute de jeu, Rubén Paz tire, Ramos tire à son tour et enfin Barrios marque, malgré Oscar revenu sur sa ligne. L'impressionnante démonstration des Brésiliens a donné quelque inquiétude aux Uruguayens, mais pas de complexe, manifestement. Le but de Barrios, après les tentatives de Rubén Paz et Ramos. 60e minute, Socrate se fait justice lui-même. Il n'a jamais raté un penalty dans sa carrière. Un but partout, tout reste à jouer. 80e minute, un coup franc de Ramos et Victorino donne la victoire à la Céleste, qui avait bien organisé les choses, et pour cause, elle jouait à domicile. 2-1, c'est le score final. C'est une victoire dans cette mini-coupe du monde pour les Uruguayens. Un but que nous revoyons, qui est l'œuvre de Valdemar Victorino. Il est le meilleur buteur de ce tournoi, avec 3 buts, le voici. Et après la victoire, la joie, dans la tradition sud-américaine, et les joueurs qui s'en vont plonger dans un bain, c'est-à-dire dans le bassin qui sépare la pelouse des tribunes. Notre confrère mondial qui va être mis en vente cette semaine consacre ce numéro 11 au Mondialito. Les photos couleurs vous présentent cette épreuve et toutes les vedettes qui ont évolué à Montevideo pendant 10 jours. Vous trouverez aussi les posters d'Arconada et de Dominique Battenet. Hier, dans les salons de RTL, ont eu lieu les tirages au sort des 32e finales de la Coupe de France. C'est Bernard Pivot et Michel Thor qui avaient la lourde tâche de plonger la main dans la coupe et d'en retirer des noms.
Je ne vais pas vous infliger la longue liste, elle est vraiment trop longue, mais je vais vous dire qu'il y a quelques rencontres spectaculaires entre première et deuxième division. Je n'en veux pour preuve que les matchs Nice qui rencontrera Montpellier, Monaco qui sera opposé à Béziers et le Paris Saint-Germain qui en découdra avec Rennes. Et puis, une surprise agréable, il y aura aussi dans les 16e de finale un représentant de la division d'honneur, puisqu'il y a 2 divisions d'honneur qui jouent l'une contre l'autre. Il s'agit de Fécamp et Fréville-Escarbotin. Voilà déjà donc un beau conte de fées pour l'un de ces 2 clubs. Nantes et Saint-Étienne se livrent depuis le début du championnat une lutte acharnée en tête. C'est vrai que ce sont les 2 équipes actuellement les plus représentatives du football français. Alors avec Didier Roustan, nous allons vous montrer ce qui s'est passé depuis le début du championnat dans cette lutte. Et puis c'est aussi sans doute une façon de se remettre dans le bain, de se remettre dans l'ambiance après cette trêve de 5 semaines. Alors voici donc un résumé. Je sais, c'est que je t'aime, oui, moi je sais, c'est que je t'aime, oh oui je le sais. Lors de la première journée, Saint-Étienne n'a pas tenu la distance à Bordeaux qui vient d'ouvrir la marque par son avant-centre Bernard Lacombe, 1-0. Tir et but du capitaine Giresse, 2-0 à la mi-temps. L'arrière droit Touvenel sera sur cette action fauchée par Battiston. Sur le pénalty qui suivra, Lacombe marquera le dernier but de cette rencontre. Dans le même temps, Nantes s'est imposé à Nîmes 3-2. Nantes recevait précisément Bordeaux 5 jours plus tard. Un but en tout et pour tout, il est signé Baron Kelly. À Geoffroy Guichard, Saint-Étienne a battu difficilement Nice 3-2. Nantes se déplaçait précisément à Nice pour le compte de la 3e journée. But de Roland après 45 secondes de jeu, Nice 1, Nantes 0. Égalisation de Patrice Riot quelques minutes plus tard. Un partout, mais Nice marquera un 2e but sur cette action. Tir de Biekovic et Raoul Nogues qui redonne l'avantage à l'OGC Nice. 2-1. Peu après la reprise, l'ailier gauche niçois Castellani marque un 3e but. C'est terminé. Nantes s'incline pour la première fois de la saison malgré un 2e but d'Henri Michel en fin de partie. Mais à quelques kilomètres plus au sud, Saint-Étienne a été battu à Bastia 2-1. Coup de théâtre, le grand Ivan Kurkovic, incontestablement sur le déclin ces derniers mois, laisse sa place au jeune Jean Castaneda pour le match contre Nancy. Outre le large succès de Saint-Étienne, on retiendra l'excellent match du jeune gardien de but stéphanois. Nantes, vainqueur à l'arraché d'une étonnante équipe de Tours, conserve tout de même ses 2 points d'avance. Tout comme Saint-Étienne, Nantes connaît un début de championnat des plus difficiles. Première défaite à Nice, 3-2. Deuxième défaite à Nancy, 1-0. But de Paco Rubio. Saint-Étienne, vainqueur à Strasbourg, 2-0, rejoint donc Nantes au classement. 6e journée, Saint-Étienne écrase Angers et Nantes bat Lyon, l'une des équipes vedettes de ce début de saison. 7e journée, les 2 favoris sont toujours au coude à coude avec un total de 10 points. 8e journée, Nantes reçoit le Paris Saint-Germain. Les Parisiens en maillot blanc vont rapidement encaisser un but de Baron Kelly. Revoici le but d'un Bruno Baron Kelly en grande forme depuis début août, tout comme le Paris Saint-Germain qui n'avait connu alors qu'une défaite. Nantes domine très nettement, mais Baratelli sort le grand jeu. Tout d'abord sur un tir d'Oscar Muller, puis sur une reprise d'Enzo Trocero. Et à la mi-temps, Nantes ne mène qu'un but à 0. Finalement, les Canaries ne sont pas à l'abri d'un contre. Centre de Pilorget dévié par Tussaud, un partout, c'est le football. Paris Saint-Germain peut remercier son gardien de but Baratelli. Pour la première fois, Saint-Étienne qui a battu Lille 3-1 devance Nantes d'1 point. 47 000 spectateurs pour le match au sommet de la 9e journée Lyon-Saint-Étienne. Messieurs les Stéphanois tiraient les premiers. C'était un but de Jacques Zimaco. Les Lyonnais ont vraiment le sens de l'hospitalité. Vous allez le voir sur ce plan qu'il y avait vraiment la grande foule au stade de Gerland pour ce derby. Deuxième mi-temps, coup franc de Chiesa, égalisation de Gzuereb, un partout. Nantes qui a gagné à Angers 3-0 revient à la hauteur de Saint-Étienne. Pas de changement, une journée plus tard. Place à la 11e journée avec un certain Monaco-Saint-Étienne et tout de suite un but fantastique des 25 mètres de Johnny Rep. Jean-Luc Ettori est resté dans ses starting blocks. Ce n'est pas terminé.
Tir du gauche de Rousset, et Tori, là encore, ne peut pas grand-chose. Les Stéphanois ont pratiqué pendant 75 minutes un football de rêve, aussi Monaco, qui sauve l'honneur dans les dernières minutes par Perret. Sans tir à bon compte, défaite 2-1. Nantes l'a emporté sur le même score à Strasbourg, qui a limogé son entraîneur Gilbert Grèce. 12e journée, les deux clubs remportent encore leur rencontre sur le même score. 13e journée, Saint-Etienne match nul à Paris et Nantes match nul à Auxerre sont toujours au coude à coude. Et il faut attendre la 14e journée pour voir Saint-Etienne légèrement distancé à la suite d'un 0-0 à Laval. 17 octobre 80, les Nantais qui ont connu un déplacement en avion des plus mouvementés ouvrent la marque à Monaco grâce à Gilles Rampillon. Mais privé de Pécou, Aguerbec, Bertrand Demann et Muller, Nantes va échouer là où Saint-Etienne avait réussi. Ce but d'Umberto Barberis sera suivi d'une reprise victorieuse du capitaine Jean Petit, 2-1. Le chassé-croisé continue, c'est maintenant Saint-Etienne, large vainqueur de Sochaux 3-0, qui compte un point d'avance. Ce petit point, Nantes va le récupérer lors de la 16e journée, Saint-Etienne ne pouvant faire que match nul à Lens, un partout. 17e journée, Saint-Etienne-Nantes, c'est le match. Bien évidemment, on s'attend à une grande soirée de football, mais malheureusement, il n'en sera rien. Cette rencontre, il est vrai, arrive 3 jours après le deuxième tour de la Coupe d'Europe. Les joueurs sont fatigués. De plus, Nantes, qui perd régulièrement ces dernières années au stade Geoffroy Guichard, a décidé de jouer la sécurité. Finalement, les Stéphanois ne se montreront dangereux que sur coup de pied arrêté, mais il y avait côté nantais Bertrand Demann et la transversale, ce qui n'est d'ailleurs que justice, car les Nantais méritaient vraiment le match nul, au grand désespoir des jeunes supporters stéphanois. 18e journée, Saint-Etienne qui l'emporte à Nîmes 1-0, reprend la tête. 19e journée, les Verts ouvrent ici la marque par Jacques Zimaco dans un match au stade de Geoffroy Guichard contre Tours. Saint-Etienne devrait être sacré champion d'automne sans problème. Mais dans l'équipe de Tours, il y a un certain Delionis. Regardez. Voilà, dans un mouchoir, pour tout arranger, Lopez a dévié le ballon. Un partout, et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Delionis lance Ferrigno, la suite vous la connaissez bien sûr. Saint-Etienne laisse le titre de champion d'automne à Nantes, qui a battu Sochaux 2-1. On vous l'a dit, Saint-Etienne et Nantes, c'est le grand amour et les Verts récupèrent leur point de retard quelques jours plus tard. 21e journée, Bastia et Nice n'ont tenu que 40 minutes. 22e journée, but d'Enzo Trocero pour Nantes à Tours. Mais Nice égalisera quelques instants plus tard et à la mi-temps, les deux équipes sont à égalité un partout. Encore au Nice, cette fois la transversale renvoie, vous venez d'assister au tournant de cette rencontre. Car Nantes va maintenant prendre ses distances avec tout d'abord un but de Bruno Baronchelli. Toujours Nantes à l'attaque, cette fois c'est le gaucher Rampillon qui trompe du pied droit d'Uzé. Tours marquera un deuxième but et Nantes l'emporte finalement 3-2 malgré l'expulsion de Baronchelli. Saint-Etienne qui fera match nul le lendemain à Nancy compte donc avant la reprise un point de retard sur Nantes. La 23e journée, vous le constatez, n'ayant rien apporté de bien intéressant. Nantes, premier avec 35 points, jouera 8 de ses 15 derniers matchs au stade Marcel Saupin. On notera certains déplacements pour le moins périlleux, Lyon, Paris Saint-Germain et Sochaux notamment. Saint-Etienne, deuxième avec 34 points, évoluera également 8 fois à domicile. Là encore, des déplacements difficiles avec en particulier le fameux match contre Nantes lors de la 35e journée. Voilà, vous savez tout. Alors, les Canaries d'Henri Michel ou les Verts de Christian Lopez, les paris sont tout verts ou tout jaunes si vous préférez. Alors, Nantes-Saint-Etienne ou Saint-Etienne-Nantes. Et pourtant, il y a une troisième équipe à l'affût qui n'est pas très loin. Il s'agit des Girondins de Bordeaux. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, les Girondins en perdition, on les voyait très très mal partis, pratiquement en deuxième division. Et puis, un effort de recrutement, 7 joueurs il y a 2 ans, 3 l'an dernier, et voici que Bordeaux maintenant est à portée de fusil des 2 premiers. Il faut croire que les efforts conjugués du président Bèze, de Didier Couécou et de la municipalité de Bordeaux portent enfin leurs fruits. Alors, nous allons voir maintenant, avec Georges Dominique, qui s'est rendu là-bas dans les vignobles, si Bordeaux de cette année, c'est vraiment un grand millésime. Bordeaux.
Charlot Ier, roi des dégustateurs, quels sont les grands crus bordelais? Il y a surtout le 1950 où on a été champion de France. Et puis, bien entendu, 2 ou 3 fois, en 65, 66, 69. On a été 2 fois vice-champion. Mais je pense que ça ne s'arrêtera pas là. Et je crois que cette année, l'année 81, sera nettement la meilleure et peut-être pour longtemps. C'est vrai que les Girondins QV81 promettent beaucoup. Des promesses certes, mais surtout des chiffres. 3e du classement derrière Nantes et Saint-Etienne, à 3 points des Verts, mais aussi avec 3 points de plus que Monaco 4e. En d'autres termes, Bordeaux est à l'affût. Eu nombre au tableau, le public du Stade Vélodrome n'a pas été à la hauteur des acteurs. 11 000 spectateurs seulement de moyenne, et encore en l'air sans doute 4 points de perdus, soit 4 matchs nuls sur son propre terrain. 4 matchs nuls à domicile, c'est votre gros regret? Non, je ne crois pas. Il faut garder surtout l'ensemble, c'est-à-dire faire un constat de notre position en championnat. Et si nous sommes 3e du championnat français à l'heure actuelle, c'est pas par hasard. Donc, si nous avons perdu des points, c'est que l'adversaire a été de qualité. Et ça fait partie, je crois, d'un ensemble. Le parcours des Bordelais jusqu'à la trêve se singularise surtout par sa régularité. En 23 matchs, Bordeaux n'a perdu que 3 fois, exactement comme Nantes et Saint-Etienne. Les Girondins possèdent la 2e défense de l'Hexagone, défense qui a ici sauté en éclats au Parc des Princes, 4-0 pour Paris. C'était en octobre dernier, ce fut aussi le seul écueil de taille placé sur le chemin des Bordelais. Nous avons un peu raté notre match à Paris alors que nous l'avions bien préparé, malheureusement. C'est toujours comme ça. Mais enfin, je dois dire que ce qui m'a beaucoup plu, c'est la continuité. Et puis la constance et la volonté du groupe qui s'est dégagé. Bordeaux en déplacement à Lens, but de Van Straelen sur ce coup franc, c'était le dernier match avant la trêve. Match qui fit couler beaucoup d'encre, mais qui permit aux visiteurs de remporter leur 3e victoire à l'extérieur et au total d'emmagasiner leur 11e point en déplacement. Ce comportement conquérant chez l'adversaire est l'une des grosses satisfactions de l'entraîneur bordelais. Je dirais que si nous voulons jouer les premiers rôles, il faut absolument ne pas perdre chez soi et surtout prendre des points à l'extérieur. C'est ce que nous avons réalisé. Et je dirais que si nous réalisons un 2e parcours de cette nature, je pense que nous serons bien partis pour jouer un grand rôle la saison prochaine. Dans l'immédiat, bleu, blanc, rouge selon l'ancienneté au club. Au premier rang, les Bleus échoués à Bordeaux l'été dernier, Girard, Fernandez, Bracci, Trésor. Ce premier séjour n'a pas permis aux nouveaux de s'exprimer pleinement. Trésor, mais aussi Girard, ont été souvent indisponibles. Lacombe n'a pas été épargné. Un manquant de marque dans chaque ligne. Bordeaux n'en a que plus de mérite à s'être installé aux avant-postes. Disons que j'ai été blessé exactement le 23 septembre contre Lyon et depuis j'ai manqué exactement 9 matchs. Vous souffriez d'une pubalgie, c'est-à-dire une douleur au niveau de la symphyse pubienne. Comment se présente l'après-trêve? Disons que ça se présente très très bien. J'ai pu suivre tous les entraînements normalement. Bon, j'ai pu faire mon premier match dimanche dernier contre Vienne, ça s'est bien passé et je crois qu'avec le si peu de temps qui nous reste, ça me permettra d'être au maximum physiquement pour le match de Nîmes. Bernard Lacombe, combien d'absences, combien de matchs? J'ai manqué les 4 derniers matchs avant la trêve, vu que je souffrais d'un ménisque et j'étais obligé de me faire opérer. Et là, je suis presque comme avant la trêve, c'est-à-dire physiquement, je suis presque prêt, mais c'est les matchs qui me manquent et le rythme, et j'espère retrouver ça assez rapidement. René Girard, quant à vous? Moi, je suis arrêté depuis le 24 octobre, j'ai manqué 6 matchs. Et je suis toujours en attente. Enfin, disons que ça va faire 2 mois et ça commence à faire bien long. Et disons que je pense reprendre enfin, début février, là, fin janvier. La semaine a été particulièrement humide en Gironde, mais elle n'a pas réussi à troubler les préparatifs de la rentrée. À Blanc, Bordeaux a réussi tous ses examens. 3 matchs amicaux, 3 victoires, dont une sur Hambourg. Au pays de l'Oval, les Girondins ne sont pas manchots et leurs successeurs non plus. Didier Kouékou, 3e place pour les Girondins avec 3 grands blessés. C'est plutôt encourageant. Bien, non seulement encourageant, mais c'était surtout
sans compter sur notre centre de formation qui nous a prouvé qu'à Bordeaux on faisait quelque chose de positif, parce qu'il y a eu des garçons comme Sens, Gandolfi qui ont essayé de parer au meilleur, et je crois qu'ils y sont parfaitement arrivés. Je sais que votre président actuellement est en Amérique du Sud pour ses affaires personnelles, pour les Girondins. Eh bien, pour le moment, et sûrement pour ses affaires personnelles. Maintenant, peut-être que l'occasion fera le larron et qu'il nous ramènera peut-être un grand joueur étranger. Mais ce n'est plus notre principe, et nous avons décidé surtout de travailler français. La pouponnière bordelaise ne comprend en effet que des stagiaires du sud-ouest. Certains sont déjà prêts à traverser la rue, car de l'autre côté se dresse le vénérable stade Vélodrome. Charlot, pourquoi franchissez-vous la ligne d'arrivée à pied? Eh bien, parce que peut-être les Girondins termineront en premier. Et comme on va à Saint-Étienne le dernier match, j'ai promis de revenir de Saint-Étienne à pied. D'ailleurs, je tiendrai parole, et puis j'ai déjà une maison de sandales, je suis essoufflé, excusez-moi, une maison de bière qui me patronne, et puis il y aura peut-être TF1, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. TF1, en fait, Téléfoot, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je suis content de voir Téléfoot toute l'année, mais alors on est extrêmement déçus de ne pas le voir pendant les fêtes, parce que c'est la seule traîne qu'on pourrait avoir, et comme vous n'y êtes pas, on s'ennuie vivement qu'ils reviennent. Merci Jean-Yves, bien aimable. Mais il faut qu'on se repose aussi en définitive. Cet après-midi, le derby de l'Est entre Strasbourg et Metz a tenu toutes ses promesses, mais sur le plan météorologique d'abord, parce qu'il faisait moins 10 pratiquement à la Méno. Alors vous voyez le mérite des joueurs dans ce cas, et vous allez voir sur des images de Lucien Gavinet et avec des commentaires de Jean Rénal, que le froid n'a pas pour autant paralysé les buteurs. On a pu se réchauffer, en tout cas dans les tribunes, à applaudir les exploits des joueurs. C'était la Méno tout à l'heure à 17h. Au stade de la Méno à Strasbourg, Metz en maillot blanc attaque contre Strasbourg. Les Messins qui semblent un peu mieux s'adapter au terrain un peu gelé du stade de la Méno que les Strasbourgeois. Et c'est un coup franc après cette obstruction de Jodard. Un tir de Wyss, deux pas à côté des 30 mètres. Wyss qui, il n'y a pas si longtemps, jouait dans l'équipe de Strasbourg. Et c'est maintenant au tour des Strasbourgeois d'attaquer, les Strasbourgeois qui jouent à gauche. Une faute là, a été commise par De Castel. C'est Raspolini qui l'a fauché. De Castel va tirer le coup franc, c'est le numéro 8. Alors que l'arbitre, M. Quignou, fait signe aux joueurs de Metz de se mettre à distance réglementaire. De Castel tire le coup franc pour la tête de Marx. Et finalement, c'est 10 qui dégage devant Marx en corner. Toujours l'équipe de Strasbourg à l'attaque. Un centre de Six. Voici Six en action du côté droit, c'est lui qui centre du pied droit. On croit au but, Génère, et c'est Bargas qui laisse Rémis détourne en corner. Il avait environ 6 à 7 000 spectateurs au stade de la Méno, il faut dire qu'il faisait très froid. Et c'est Six qui tire le corner précisément, du pied gauche bien sûr cette fois-ci. Pas de problème donc pour le gardien de but messin, Desrousseaux. Et c'est maintenant Metz qui est à l'attaque. Nous sommes à la 43e minute, c'est-à-dire que nous sommes près de la mi-temps. Vous allez voir sur l'aile droite, Isberger centré, une tête de Wyss. Sinagel bien placé tire, et c'est Wyss qui marque. Les Strasbourgeois réclament le hors-jeu. Monsieur Quignou, l'arbitre, vient de consulter son juge de touche et accorde le but. Vous voyez la joie des Messins. Nous allons revoir au ralenti, et il ne sera pas malheureusement possible de savoir s'il y avait hors-jeu, car vous allez voir sur cette image, voilà. La tête de Wyss, Sinagel, on pense qu'il va reprendre le volet, il préfère contrôler. Il rate son tir, et Wyss qui était seul, là, tout seul, devant les défenseurs strasbourgeois, mais peut-être hors image, y avait-il un autre défenseur strasbourgeois. En tout cas, c'est Metz qui mène par 1-0 à la mi-temps. En deuxième période, bien entendu, les Strasbourgeois vont attaquer pour essayer d'égaliser. Vous voyez, c'est le début de la rencontre, de la deuxième période. Les Strasbourgeois qui essayent d'organiser leur jeu, qui passe souvent du côté gauche par Didexis, que vous venez de voir. Alors que Specht, et maintenant c'est Jodard, longue balle à l'avant, longue transversale. Encore Didexis, car la défense messine est bien regroupée. On tente un 1-2 avec Chaher, et finalement c'est un tir qui était bien bloqué par Desrousseaux. Au tour de Metz maintenant d'attaquer. Voilà Desrousseaux, le gardien de but messin, qui a fait une très bonne partie au stade de la Méno. Long dégagement, je rappelle que c'est Metz qui mène toujours par 1-0 et que Strasbourg a du mal à s'organiser tout de même. Voilà un contre là. Mais la touche est bien sûr favorable aux Strasbourgeois, c'est Domenech qui va effectuer la remise en jeu.
Longue balle en avant pour Didier Six. En fait, c'était pour l'avant-centre Peretz. Et Metz réussit à se dégager sur la droite. Suivez bien cette action avec Wyss et l'avant-centre qui centre en retrait. Et c'est un but splendide réussi, une reprise de volée par Hinsberger sur un centre de Wyss. Wyss, l'auteur du premier but. Metz mène par 2-0. Alors bien sûr, on est un peu surpris. On se dit, que se passe-t-il? Alors vous allez voir comment Wyss est aux prises avec Specht, le numéro 4, qui commet une petite faute. Là, peut-être Wyss, en tout cas, M. Quignou, l'arbitre, n'a pas sifflé la faute, ce qui permet donc à Wyss, l'avant-centre, de continuer son action alors que Specht est à terre, de centrer en retrait, malgré l'intervention de Domenech. Et c'est une reprise d'Hinsberger qui porte la marque à 2-0 en faveur de Metz. Mais oui, les Messins mènent par 2-0 sur terrain adverse. Et après donc ce corner pour Strasbourg, c'est une contre-attaque Messin qui joue très vite. Il virevolte un petit peu sur le terrain, cela va très vite. Il va y avoir une balle sur la gauche pour l'arrière 10 qui centre. Et c'est le but marqué à nouveau par Hinsberger. Les Strasbourgeois sont un peu assommés. 3-0, mais oui. Metz mène par 3-0 sur terrain adverse. Et Messin qui au match aller l'avait emporté par 4-1. Nous allons donc revoir le centre de Sdun. Et malgré Domenech, Hinsberger réussit son deuxième but et les Messins mènent donc par 3-0 face à Strasbourg. Alors bien entendu, comme cela se produit toujours dans ce cas-là, alors qu'il y avait quelques supporters messins qui avaient effectué le court déplacement, les Strasbourgeois vont attaquer, mais ce sont les Messins qui vont encore être les plus dangereux. Sur contre-attaque, bien entendu, car la plupart des joueurs étaient à l'attaque. Vous allez voir là, Sinagel. Le voici, Sinagel qui centre. Et tout seul, encore lui, Hinsberger reprend la balle de la tête, mais sur le poteau. C'était la balle de 4-0, c'était sans doute la balle du chaos. Mais les Messins, toujours plus vifs, plus rapides, contrôlent cette balle. Et cela se termine par un tir de Sinagel, nettement au-dessus des buts gardés par Dropsy. 3-0 alors qu'il reste maintenant à peu près 20 minutes de jeu. Décidément, cela va très mal pour Strasbourg, qui là va bénéficier d'un coup franc. Oui, indirect bien sûr, car nous sommes dans la surface dite de réparation. Six le tire dans le mur et Piazzi qui reprend d'un boulet de canon permet donc à Strasbourg de marquer son premier but. Voilà le tir de Six bien sûr du pied gauche dans le mur. La balle est repoussée par le mur messin et Piazzi qui, voyez, même ralenti, on se rend compte que sa balle va très très vite. C'était un tir à trouer les filets. Donc Metz maintenant ne mène plus que par 3-1 et Metz qui est à nouveau à l'attaque sur ce corner. La balle va être dégagée par Dropsy, car après tout il reste 12-13 minutes de jeu et pourquoi pas, se dit-on dans les tribunes, mais tout de même les Messins jusqu'à présent ont fait une grosse impression. Vous voyez Didier Six qui a vu arriver de l'arrière Domenech, qui donne loin là-bas sur la gauche à Marx, et Marx qui est fauché par Vargas. C'est un nouveau coup franc. Vous voyez, Vargas n'est pas très content, pas content Vargas, il le dit à l'arbitre M. Quignou, qui de toute façon maintient sa décision. Et vous voyez Marx qui est très grand, qui va se replacer là-bas au centre alors que Piasecki va tirer le coup franc. On attend la tête de Marx et c'est celle de Schaer. Schaer, le remplaçant qui avait il y a 10 minutes remplacé Génère. Et Strasbourg maintenant n'est plus mené que par 3-2. Voilà Piasecki. On pensait à la tête de Marx, l'arrière qui est très grand. Et non, c'est Schaer qui réussit à tromper Desrousseaux. Metz ne mène plus que par 3-2 et nous sommes maintenant à 10 minutes de la fin de la rencontre, à 9 minutes exactement. Il reste 9 minutes à jouer et les Messins maintenant s'affrontent un petit peu car ils ont mené 3-0, maintenant ils n'ont plus qu'un but d'écart et du côté de Strasbourg, alors qu'on était un peu découragé à un moment donné, on se reprend un peu espéré. Là vous voyez Jodard qui donne la balle sur la gauche pour De Castel. Pratiquement Domenech, pratiquement tous les Strasbourgeois sont à l'attaque, que ce soit Specht, que ce soit Domenech, que ce soit l'arrière. Vous voyez, précisément Specht, il est pratiquement ailier gauche, lui, Specht. Vous voyez quelle surprise. Toujours le pressing des Strasbourgeois qui ne perdent pas la balle. C'est toujours Schaer là qui cette fois-ci l'a perdu. Et c'est un dégagement des Messins, mais attention aux contre-attaques des Messins qui sont toujours très très dangereuses, notamment du côté gauche où on a remarqué Raspolini. Et finalement c'est un tir au-dessus, mais pour Metz là va bien puisque
Les Messins mènent toujours par 3-2 alors qu'on approche un peu de la fin de la rencontre. Et que le public encourage ses joueurs. Et toujours les Strasbourgeois à l'attaque par Marx qui tente une transversale là-bas sur la droite pour Cher. Cher très actif, c'est lui qui a réussi à lui vider la tête. Il déborde, il tente de déborder son vis-à-vis, il préfère revenir en arrière, il réussit quand même à centrer. Un dégagement de la défense messine, mais il y a toujours un joueur de Strasbourg qui est là pour reprendre la balle. Une transversale de Didier Six pour, je vous l'ai dit, Spetz qui est pratiquement en position d'ailier gauche. Et là, Mahut a touché la balle de l'épaule, du bras. En tout cas, l'arbitre, M. Quignou, accorde le pénalty. Nous revoyons au ralenti grâce aux caméras de Lucien Gavinet et à l'équipe technique de la SFP. Regardez bien, Mahut, eh oui, contrôle la balle volontairement du bras. L'arbitre, M. Quignou, ne s'est pas trompé. C'est donc un pénalty que Didier Six semble vouloir tirer. Vous voyez, c'est lui qui place la balle. Bargas va un peu l'énerver. C'est de bonne guerre, pourrait-on dire. Les deux joueurs sont aux prises, mais ce n'est pas grave. Et c'est finalement Piasecki qui va tirer ce pénalty. Peut-être parce que Didier Six était un peu énervé en parlant avec Bargas. Et vous voyez Desrousseaux qui reste devant lui, qui le fixe. 3-2 pour Metz. L'occasion d'égaliser pour Strasbourg sur ce pénalty que va tirer Piasecki. Et Piasecki le réussit. Vous voyez, on lance des fusées, des pétards au stade de la Méno. Car Strasbourg revient de très loin. Strasbourg, après avoir été mené 3-0 par Metz, a finalement fait match nul sur son terrain, 3-3, grâce à ce pénalty de Piasecki. Passons à la deuxième division. On jouait ce soir pour le compte de la 21e journée. Nous allons voir les résultats du groupe A tout d'abord pour voir que le match Tavaux-Béziers a été arrêté à la 49e minute de jeu en raison du brouillard. Béziers à ce moment-là menait sur le score de 2-1. Toulouse, Baguignon 3-1. Libourne et Besançon sont en match nul. Saint-Dié, Thonon aussi. Angoulême s'en va gagner à Avignon 2-0. Cannes en fait de même à Corbeil, donc 2 victoires à l'extérieur. Grenoble-Martigues a été remis parce que Grenoble doit jouer demain contre Annecy en Coupe de France. Toulouse prend donc la tête de ce groupe après sa victoire sur Guignon. Montpellier joue demain contre Montluçon. Marseille joue d'ailleurs contre Ajaccio demain. 2 victoires en déplacement, je vous les ai signalées, celle d'Angoulême à Avignon et celle de Cannes à Corbeil. Donc premier au classement Toulouse 29 points, deuxième Montpellier 28 points mais 2 matchs en moins. Troisième Béziers, 28 points, 1 match en moins. Quatrième Besançon, 26 points, 1 match en moins. Et quatrième Thonon, 26 points. Dans le groupe B, Brest, éliminé de la Coupe samedi dernier, perd cette fois chez lui face à son rival breton Rennes, 1-0. Thionville et Blois en match nul 2-2. Rouen maître chez lui 2-0 contre Montmorillon. Châteauroux 1-0 contre Neulémine. Guingamp tenu en échec chez lui 1-1 avec Quimper. Limoges tenu en échec 1-1 par Le Havre. Victoire de Reims à l'extérieur à Orléans 3-1. Enfin à Beuville et Dunkerque, pas de but, 0-0. Demain aura lieu le match Paris Football Club contre Caen. Thionville ne profite qu'à moitié du faux pas de Brest en concédant un nul chez lui devant Blois. C'est une bonne opération pour Rouen, seul vainqueur parmi les 4 clubs de tête et qui revient à 2 points de Brest, ce qui nous donne au classement premier Brest 29 points, deuxième Thionville 27 points, troisième Rouen 27 points, quatrième Neu 24 points. Voilà, avec Alain Jouin et les Échos maintenant, nous allons faire d'abord un tour d'Europe des championnats à l'étranger pour voir un peu ce qui s'y passe. Nous allons prendre des nouvelles de Nenad Bjeković qui est toujours blessé, en tout cas les séquelles de son accident l'empêchent de jouer actuellement avec Nice. Et nous verrons bien d'autres choses qui se passent dans le monde du football, en particulier nous verrons aussi la crise qui agite l'arbitrage après les incidents de ces derniers jours et les mesures qui ont été prises pour demain. Alain Jouin, les Échos de télévision. Fuyant les frimas de leur pays, de nombreuses équipes ont mis à profit la trêve pour aller réchauffer les muscles de leurs joueurs au soleil des tropiques. D'autres, plus simplement, ont choisi celui de la Côte d'Azur, comme par exemple Düsseldorf, Francfort et le Bayern ici, que Jean Farneau a retrouvé à Nice à l'entraînement sous la conduite d'Uli Eunès. Nous sommes heureux d'être ici parce qu'il est bien organisé de la ville et nous sommes très heureux ici. Pouvez-vous
expliquer pourquoi le football allemand vient sur la Côte d'Azur en ce moment? Parce qu'il est très difficile à entraîner dans les terrains en Allemagne. Et pour le joueur, il est mieux avoir du soleil. Et c'est la raison parce que nous sommes ici. Un entraîneur hongrois, Paul Sermai, travaillant dans le style germanique, un rythme, une discipline qui n'ont rien de commun avec notre manière. Pas de répit, pas de trêve, le Bayern se fixe un but. Nous espérons que nous sommes le champion en Europe et Bundesliga, premier. Nous espérons. Et après Europe? Peut-être. Peut-être nous voulons venir à Paris pour le final. Au revoir. La trêve est bien finie pour bon nombre d'équipes d'Europe. Le championnat a donc repris ses droits. Profitons-en pour regarder un peu ce qui se passe chez quelques-uns de nos voisins. Dans le championnat anglais, qui lui n'a pas connu d'entracte pendant les fêtes de fin d'année, la lutte est chaude entre Ipswich Town et Aston Villa, 38 points chacun. Seule la différence de but les départage. Troisième, Liverpool, 36 points à 2 longueurs. Archibald du club de Tottenham reste le meilleur buteur de première division. En Bundesliga, même cas de figure pour Hambourg et le Bayern. Les Rouges de Munich, samedi dernier, ont laissé filer l'occasion de prendre la tête chez eux en concédant un match nul à Karlsruhe. Troisième, Kaiserslautern et le Stuttgart d'Hansi Müller. En Italie, à la première place actuellement, l'AS Roma. La Roma du Brésilien Falcao et de Roberto Pruzzo, meilleur buteur du calcio. Derrière, l'Inter de Milan. Troisième, la Juventus et Napoli. Remarquons qu'après 13 journées de championnat, 211 buts seulement ont été inscrits par les 16 équipes en lice, ce qui représente une moyenne de 16 buts par journée, un chiffre qui concrétise bien l'hermétisme des défenses transalpines. En Espagne, c'est toujours l'Atlético de Madrid, l'Atlético qui était resté 9 journées invaincu avant de plier une première fois en novembre devant Barcelone, ici, et une deuxième fois dimanche dernier devant Almeria. Deuxième, Valence et les Basques de la Real Sociedad. Enfin, quatrième, Barcelone. Nenad Bjeković pourra-t-il reprendre ses activités de footballeur? C'est la question que l'on se pose à l'OGC Nice. L'avant-centre yougoslave, qui avait été très sérieusement blessé à la tête en novembre dernier, souffre toujours de violents maux de tête. Son avenir est-il compromis? Le point avec Jean Farneau. Est-ce qu'on peut émettre un pronostic 45 jours après l'opération sur l'avenir de Bjeković? Alors 45 jours après, je pense qu'il est encore trop tôt parce que son état n'est pas encore jugé consolidé. Moi, j'ai fait quelques footings chez moi à Belgrade. J'ai senti toujours un petit peu douleur à la tête, j'ai eu mal. Mais comme le docteur il a dit tout à l'heure, je pense que c'est encore trop tôt de donner un pronostic. Quand je vais jouer, est-ce que je vais jouer? Moi, personnellement, je pense que je vais reprendre. Je vais reprendre et je vais faire tout que je reprenne. Vous avez 33 ans. Vous êtes en fin de contrat à l'OGC Nice. Est-ce que vous envisagez d'arrêter la carrière dans le football, soit comme joueur, soit comme entraîneur, ou de rester dans le football? Écoutez, j'ai pas réfléchi. Je sais une chose, que je vais rester dans le football. Je vais rester dans le football. Je n'ai pas encore pensé qu'est-ce que ça va être. Est-ce que je vais rester à Nice? Est-ce que je vais jouer ailleurs? Je ne sais rien. Ce nouveau duo composé des chanteurs Georges Chelon et Bernard Sauva ne se trouvait pas aux Antilles pour un récital, mais dans le cadre de la tournée du club de football des Globetrotters. Cette équipe, sous la présidence de Pierre Cangioni, compte aussi dans ses rangs Michel Delpech, Patrice Laffont, Gérard Holtz, Jean-Michel Caradec, Jean Palissard, Jean-Pierre Savelli, Serge Martinazzo et bien d'autres. Vous avez sans doute reconnu avec le numéro 11 Pierre Cangioni, le Rummenigge des Caraïbes. Du 8 au 19 janvier, les Globetrotters ont disputé 5 matchs en Martinique et Guadeloupe. Le bilan, 2 victoires, 1 défaite et 2 nuls, comme ici contre FR3 Guadeloupe.
La passion du football chez les Antillais, qui ont d'ailleurs qualifié 2 clubs en 32e de finale de la Coupe, et le succès de Téléfoot ont surpris tous les joueurs des Globetrotters. Même Michel Delpech, qui en a vu pourtant bien d'autres dans son Loir-et-Cher. Chaque week-end amène son cortège d'incidents et de violences, notamment envers les arbitres. Récemment, en Corse, au cours du match de 4e division Étoile filante de Bastia à Digne, M. Garcia, un arbitre, a été blessé grièvement à l'œil. Le joueur bastiais coupable vient d'être d'ailleurs radié à vie. Alors, une fois de plus, c'est la colère dans le camp des hommes en noir. Ils se sont réunis mercredi dernier autour des présidents Sastre et Sadoul pour arrêter les modalités de leur action. On s'attendait à des mesures spectaculaires. Il a été décidé, en fait, de retarder symboliquement de 5 minutes toutes les rencontres de ce week-end. Pierre Thoré a rencontré le président de l'Union nationale des arbitres de football. La mesure en elle-même, en ce qui concerne, si vous voulez, l'absence de l'arbitre, est effectivement symbolique. Mais par contre, les sanctions envisagées et qui seront prises sont, elles, très intéressantes et amèneront certainement les futurs fautifs à un peu plus de prudence et peut-être à quelques moments de réflexion. Une question dont la réponse nous éclairera peut-être davantage sur la condition d'arbitre. Pour combien vos collègues prennent-ils actuellement le risque d'être ainsi agressés? Alors s'il s'agit d'un arbitre international, l'arbitre international perçoit 1000 francs d'indemnité de match. L'arbitre de première division, 750. La deuxième division, c'est 500, mais si vous descendez dans les districts, les arbitres dirigent les parties pour 20, 30 ou 40 francs. Autrement dit, on leur paie à peine les déplacements avec leur véhicule. On peut considérer que cette situation, les agressions dont sont victimes maintenant les arbitres de football, est un peu la conséquence de la montée de la violence parmi les joueurs, mais ne peut-on pas admettre aussi qu'elle résulte quelquefois d'une trop grande mansuétude de certains arbitres? Il est certain que les arbitres ont leur part de responsabilité, mais je dis que si les arbitres sont soutenus par les instances dirigeantes, je crois que nous obtiendrons la sévérité et la fermeté du corps arbitral. Voilà. Alors, on le dit, on le redit, on va le redire encore, peut-être sans cesse, essayer, et en tout cas les jeunes, bien entendu, parce que les adultes, malheureusement, je crois qu'il n'y a plus rien à y faire, mais c'est pour les jeunes surtout, essayez, quand vous jouez au football, de prendre un jour, ne fût-ce que quelques instants, le sifflet, et vous arbitrez vos camarades. Et vous verrez que vous vous ferez insulter sûrement au bout de 2 minutes et vous comprendrez combien il est difficile d'être juge sur un terrain, de voir tout ce qui s'y passe. C'est une responsabilité énorme. Alors, je sais bien que ça ne veut rien dire de le dire comme ça, mais même s'il arrive à convaincre qu'un futur joueur, eh bien c'est toujours ça de gagner, en espérant que ça pourra en convaincre peut-être plusieurs. Voilà. Et chaque fois, nous reviendrons et nous ferons peut-être des sujets, parce qu'il est inadmissible qu'avec l'évolution des êtres à l'heure actuelle, nous en soyons toujours à ce stade de la violence dans le sport. Ça, c'est même incompréhensible. Ce soir, au stade de Grimont-Presse-Joris à Lille, le club local donc, recevait Tours. Et le match n'est pas inintéressant parce que les deux clubs sont très voisins. Ils sont à 2 points au classement. Et c'était une occasion aussi pour les Lillois, en définitive, de faire le trou, comme disent nos camarades du cyclisme. Alors nous allons voir ce qui s'est passé avec des images de Daniel Thierry et puis des commentaires de Didier Roustan ce soir à Lille, entre Lille donc et Tours, 2 clubs qui ne sont pas très bien placés. Oui, et tout d'abord, des coups de trompette et des sifflets qui sont adressés, bien entendu, à l'arbitre M. Lambert et ses 2 juges de touche. Pour ne rien arranger, le match a commencé avec 9 minutes de retard. Ce n'était pas prévu au programme, il y avait même 4 minutes de trop. Les Lillois sont les premiers en attaque avec leur meneur de jeu, Didier Simon, pour Metsu, très offensif tout au long de la première mi-temps. Derrière droit passe ici son adversaire direct, Ferrigno. Un rapide relais avec Cabral. Besnard, le capitaine de Tours, arrive trop tard. Et au premier poteau, il y avait Olarevic. Mais quel dommage que Metsu n'ait pas vu au 2e poteau Crimo qui était absolument seul. Première action dangereuse donc après seulement 5 minutes de jeu. On retrouve le Yougoslave Olarevic sur ce coup franc. Les coups francs, c'est un petit peu sa spécialité. Il possède une excellente frappe du gauche. Voilà. La puissance y était et Lille domine toujours une équipe de Tours guère entreprenante, il faut le souligner, depuis le début de la partie. Planck, renvoi de Brulaise. Nous allons trouver le jeune Planck, Stéphane Planck, à ne pas confondre avec Pascal Planck, son jeune frère qui avait réussi un excellent début de saison. Cabral,
Simon, extérieur du pied droit pour Domergue qui est monté et Brulez du bout du pied dévisse le ballon en corner. On réclame bien entendu un but lillois. Côté supporter, le corner va être tiré comme toujours sur la gauche par Olarevic. Un petit relais avec Cabral et Crimo. Le ballon est détourné une nouvelle fois, mais cette fois, le corner ne donnera pas grand-chose. Petit à petit, Tours montre le bout du nez avec Brulez. Nous sommes à la 14e minute de la partie. Delio Onis pour Basso, très bien placé, et Domergue qui arrive au tout dernier moment. Vous allez le constater sur le ralenti qui va suivre que Basso tarde un peu à tirer. Voilà, là il pouvait tirer, maintenant c'est trop tard. Le pied gauche de Domergue est arrivé. Mais Tours se reprend bien avec Dosevi pour Delio Onis, anormalement seul à quelques mètres des buts de Bergerot. Drey aussi s'en veut un petit peu. Et oui, c'est la première fois qu'il laisse un petit peu de champ libre à l'avant-centre argentin. Et cela a failli faire mouche. Delio Onis, au départ de l'action, n'était sans doute pas hors jeu. Lille reprend le contrôle du jeu. Nous sommes à la 24e minute. Le capitaine, Arnaud Dos Santos. Metsus est engagé, mais c'est finalement Cabral qui hérite de ce ballon, préfère revenir vers le centre. Didier Simon, un tir, Duzé, excellente parade, un corner, pas du tout, un effet d'optique tout simplement. Le ballon termine sa course au fond des filets. Un superbe tir du numéro 10 lillois Didier Simon, qui ouvre donc la marque. Après 25 minutes de jeu, vous voyez, ce n'était pas très évident, car Simon a tiré pratiquement sans élan. Voilà Duzé qui ne peut que toucher le ballon et Crimo qui était prêt à intervenir. 1-0, ce qui est tout de même assez logique. Simon, puis Drey aussi, le militaire. Olarevic, plus souvent à droite qu'à gauche, une tête de Crimo et encore du bout de la main droite. Duzé qui détourne en corner. Crimo qui s'est montré très dangereux tout au long des premières 45 minutes. Il était pourtant chargé de très près par Brulez, ici sur vos images. Corner rapidement joué par Olarevic. Cabral, puis Crimo. Non, ça passe à côté. Alors que Duzé semblait très bien placé sur ce tir de l'avant-centre lillois qui remplace au poste d'avant-centre, bien entendu, Plemelding qui est toujours blessé. Nous sommes à la 44e minute, donc en fin de première mi-temps, et vous allez assister à la plus belle action collective du match. Séverine, qui était au départ de l'action, a donné à Augustin. Entre-temps, le Polonais s'est engagé. Le voici, il redonne à Augustin. Et là, Onis qui prend encore le meilleur sur Drey aussi. Les Bergerot étaient très bien placés. Beaucoup de sueur froide pour les supporters lillois. Et à la mi-temps, le Lille Olympique Sporting Club mène 1-0. Coup franc bien placé peu après la reprise pour les joueurs au maillot blanc. Ils sont 7 dans le mur. Alors bien entendu, on s'attend à un tir d'Olarevic qui est près du ballon comme toujours. Il y a aussi Didier Simon. Le coup franc est indirect. Monsieur Lambert place le mur à distance réglementaire. Attention, Olarevic, non, talonnade, Domergue, mais Cabral était parti avant le tir et se trouvait en position de hors-jeu. C'est la raison pour laquelle monsieur Lambert refuse ce but au Lillois. Malheureusement, pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas vous montrer cette action au ralenti. Donc toujours 1-0, centre de Meigneux, centre contré, toujours Meigneux. Et là, un excellent ballon de contre-attaque pour Crimo. Il a le champ libre, Cabral est à droite, Crimo l'a vu. Il faut faire vite, attention, Crimo, et oui, mais il pousse trop son ballon et Duzé avait très bien anticipé. Vraiment, une belle occasion, stupidement gâchée par l'avant-centre de Lille, Crimo. 72e minute, cette fois c'est un coup franc pour Tours à la suite d'une faute sur Delio Onis. Là encore, vous allez le constater, beaucoup de monde dans le mur. Mais il y a aussi quelques bleus comme Dosevi et Onis qui s'en va sur la droite. Augustin tire le coup franc, voilà, contourne le mur et Dosevi et égalise pour Tours, un peu contre le cours du jeu. Après 72 minutes donc, Lille et Tours se retrouvent à égalité, un partout.
Il reste 18 minutes. Lille, bien entendu, va tenter le tout pour le tout avec son libéro Grumelon qui monte maintenant régulièrement. Simon. Oui, Olarevic, Buzet une première fois, Brulez une deuxième fois. C'est un corner et on peut vous dire maintenant ce corner ne donnera rien et le score n'évoluera pas. Un but partout, bien entendu c'est une excellente performance pour Tours qui restait sur 4 défaites. Il faut remonter à la 19e journée pour voir un bon résultat du Tour. C'était à Saint-Étienne, une victoire 2-1 le 22 novembre 80. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le résumé du championnat. Mauvais résultat, bien évidemment, pour Lille qui perd une fois de plus un point précieux à domicile. But de Simon pour Lille, but d'Augustin pour Tours, match nul à partout. Voilà, et merci Didier Rostand parce qu'il y a eu quelques problèmes de montage. La machine est tombée en panne pendant le montage de la mi-temps du match et croyez-moi, ce n'est pas facile dans ces cas-là. Il a fallu rattraper en vitesse. Je peux vous dire que demain, la journée continue, si j'ose m'exprimer ainsi, en tout cas elle est très morcelée, puisqu'à 15 h vous aurez 2 matchs, à savoir Paris Saint-Germain-Monaco et Nice-Laval. À 15 h 30 auront lieu Lyon-Nantes et Bordeaux-Nîmes. À 16 h, le match Nancy-Lens et enfin à 18 h, Angers-Saint-Étienne. Vous voyez qu'avec les matchs du samedi soir, ceux du dimanche et encore qui ne sont pas à la même heure, ça n'est vraiment pas facile de vous donner un compte rendu d'une journée de championnat. Pendant de très nombreuses émissions à venir, du moins je l'espère, nous allons suivre la carrière de l'équipe de France de football. Cette rétrospective commencera en 1935 pour des raisons de qualité technique, vous vous en doutez, mais nous allons vivre comme ça pendant des semaines entières avec les coqs. Et croyez-moi, ça n'est pas inintéressant, mais vous le savez. Nous verrons par exemple au hasard ces images de 1938, un France-Belgique avec des images de notre ami René Lucot. C'était un match comptant pour la Coupe du Monde. Et puis 20 ans plus tard, toujours comme cela au passage, c'était en 1958, nous verrons Justo Fontaine donner un ballon à Raymond Coppa, une fois n'est pas coutume, et c'est Coppa qui marque. C'était en Suède. Et puis nous verrons aussi 20 ans plus tard, en 1978, Bernard Lacombe inscrire le premier but de la Coupe du Monde sur un centre de Didier Six. Alors, à partir de la semaine prochaine, la rétrospective de l'équipe de France, en commençant par un France-Suède de 1935. Mardi soir, à Maubeuge, aura lieu une rencontre entre le Racing Club de Lens et l'Union Sportive de Maubeuge renforcée par Zagar, par Planck et par Marx. Si je vous annonce cette rencontre amicale, c'est parce que le profit de ce match ira entièrement aux sinistrés des tremblements de terre d'Algérie et d'Italie. Alors je vous répète, mardi soir à Maubeuge à 20 h. Demain, le service des sports de TF1 vous donne rendez-vous à 16 h 25 en direct de Megève avec Michel Denisot, les skieurs qui seront les invités et des images des épreuves. Et puis à Paris, Alain Scoubet recevra Véronique Trinquet et nous vivrons le challenge Martigny à l'escrime et tous les résultats de la journée. Le dernier journal vous est présenté maintenant par Daniel Duigou. Quant à moi, je vous dis bonsoir et puis à samedi prochain pour un numéro 114 de Téléfoot. Merci.